Le procureur de la République a livré cet après-midi un point de presse. L'affaire qui oppose le ministère public au journaliste Ousmane Dambadji et celle des 400 milliards de l'ancien président Tanja Mamadou sont deux des trois points évoqués par Ibrahim Moussa Wazir. L'atelier international de formation des rapporteurs et administrateurs des conseils économiques, sociaux et culturels de l'Union, des CESOC et institutions similaires francophones a pris fin cet après-midi à Niamey sur une note de satisfaction. Une équipe de chirurgiens séjourne depuis quelques jours à Tawa. Sa mission, redonner la vue à des personnes souffrant de la cataracte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Niger. L'entretien a notamment porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Après les activités commémoratives du 10e anniversaire du Conseil national du dialogue politique CNDP ont pris fin cet après-midi à la primature où le chef du gouvernement, président du CNDP, s'est vu remettre un témoignage de satisfaction avant d'en faire autant à des acteurs clés de ce cadre en reconnaissance des efforts fournis, récipiendaires constitués d'anciens présidents du CNDP, membres du groupe ad hoc de prévention des conflits et représentants des partis politiques. Le procureur de la République a livré un point de presse cet après-midi. 3 points ont été évoqués par Ibrahim Moussa Wazir, parmi lesquels l'affaire qui oppose le ministère public au journaliste Ousmane Dambadji et celle des 400 milliards de Tanja. On écoute le procureur de la République, Ibrahim Moussa Wazir. Je tenais à apporter quelques éclaircissements par rapport à 3 affaires. Les 2 premières affaires sont relatives à la liberté de presse. Et la dernière affaire a trait aux 400 milliards, l'affaire des 400 milliards comme on l'appelle. Mais avant d'arriver à ces propos-là, j'aimerais profiter de vos micros pour adresser mes félicitations aux agents chargés de la détection, de la répression des infractions et de l'application de la loi. Donc je pense en particulier aux agents des inspections générales, des inspections des services, de l'inspection générale d'État, de la CENTIF, de la Halcia, entre autres, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, ainsi que mes collaborateurs. Ils font un travail formidable, c'est-à-dire les enquêtes, mais qu'on ne peut pas apprécier tout de suite à sa juste valeur. Nous faisons des enquêtes, or vous savez, les enquêtes sont encadrées par la loi. D'abord, nous ne pouvons pas faire du tapage et du spectacle sur les enquêtes que nous menons. La loi l'a formellement interdit. Et ensuite, pour le succès même des investigations que nous faisons, pour assurer la sécurité de nos agents, pour assurer la sécurité des témoins et des victimes, et pour protéger la présomption d'innocence que la Constitution a garantie à toutes les personnes présumées innocentes, nous ne pouvons pas étaler sur la place publique les résultats de nos investigations. Ceci n'est pas possible. Donc c'est pour ça, souvent, on ne voit pas tout de suite ce que nous faisons. Mais vous pouvez vous approcher des services compétents au niveau du ministère de la Justice. Les statistiques sont à votre disposition, les statistiques sont publiques. Donc vous pouvez voir par infraction, par catégorie d'infraction et par sexe, par genre, ce que nous faisons. C'est public, les statistiques sont publiques. Donc je tiens vraiment à remercier ces collaborateurs-là et à leur dire que leur travail sera reconnu à sa juste valeur le moment venu. Maintenant, pour revenir à nos affaires, je disais que la première
Les deux premières entrées sont relatives à la liberté de presse. La première, c'est l'affaire qui oppose le ministère public à votre confrère Dambaji. Vous savez très bien que le 14 janvier 2014, la télévision Canal 3 a organisé un débat en Hausa. Au cours de ce débat-là, moi, j'ai retenu deux genres de propos proférés par Dambaji. La première catégorie de propos, disons tous ces propos de toutes les façons, sont des propos virulents. Les premiers propos, M. Dambaji disait qu'il y a une grande catégorie, une grande partie des Nigériens qui souhaitent la fin du régime, la chute du régime, et que certains seraient en train de prier pour qu'il y ait un renversement des institutions. Ces propos, vous conviendrez avec moi, ces propos sont blâmables. Mais la deuxième catégorie de propos, et ces propos, eux, ne sont pas seulement blâmables, ils sont répréhensibles, c'est là où il attribue, sans jamais avoir participé, un dialogue qu'il impute au président de la République avec une dame. D'après lui, ce dialogue aurait eu lieu à Damaski, entre le président de la République et une dame. Et le président de la République aurait promis à cette dame un puits. Nous savons très bien que ces propos ne sont absolument pas fondés. Mais nous allons lui permettre, nous allons lui donner l'occasion de faire la preuve de la véracité de ce qu'il affirme à l'occasion d'un procès public et contradictoire. Donc, c'est pour ça que nous l'avons poursuivi du chef de diffamation envers le chef de l'État. Et cette infraction, elle est prévue et punie par les articles 49, 50, 51 et 61, deuxièmement, de la loi qui porte régime de la liberté de presse. Cette loi-là, c'est la loi, c'est l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010. En ce qui concerne la deuxième affaire, également relative à la liberté de presse, j'aimerais là également apporter quelques clarifications sur le sens que nous donnons à la détention préventive. Là, vraiment, c'est pour éclairer la lanterne des justiciables. Nous lisons tous la même chose. Et vous, et nous, et eux, nous lisons tous la même chose. En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais là où nous ne disons pas la même chose, parce que de l'autre côté, nous lisons tous la même chose, mais là où nous ne disons pas la même chose, c'est que le législateur ne s'est pas arrêté seulement là. Il a continué en disant que le juge ne peut décerner ni mandat de dépôt, ni mandat d'arrêt. Et vous savez très bien que cette loi sur la liberté de presse a des connotations pénales. Et les lois pénales sont d'interprétation stricte. Ce qui est interdit au juge, c'est de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt. Donc, à contrario, le juge peut décerner un mandat de comparution, pour ceux qui savent très bien, il y a des catégories, il y a des gradations, ou un mandat d'amener. Mais nous ne sommes pas là. Moi, ce qui m'intéresse, vraiment, c'est de vous dire que la garde à vue, elle est permise. Et la garde à vue, elle est tout à fait différente de la détention préventive. Ce n'est pas du tout le même régime. Et les gardes à vue qui ont été, les mesures de garde à vue qui ont été prises à l'encontre de certains journalistes, l'ont été avec mon consentement. Et c'est moi qui ai ordonné leur prolongation, conformément à la loi. Les gardes à vue, les mesures de garde à vue sont prises par l'officier de police judiciaire dans deux cas. Premier cas, en cas de nécessité d'enquête. Et deuxième cas, s'il y a des indices graves et concordants,
de nature à motiver l'inculpation de la personne mise en cause. Si ces deux conditions sont réunies, la garde à vue elle est tout à fait permise et elle est légale. Donc j'aimerais qu'il n'y ait pas d'amalgame à l'avenir pour vous dire que la garde à vue elle est bel et bien permise, elle est autorisée, elle n'est pas interdite. Et la garde à vue, ce n'est pas une sanction. C'est une mesure tout simplement pour l'honnêteté de l'enquête ou pour permettre en tout cas la réussite ou le succès des investigations. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire dite des 400 milliards, vous savez très bien que c'était parti d'une rumeur. Une rumeur qui a fait son bout de chemin, laquelle rumeur a été relayée par les médias. Il y a eu des démentis de certaines voies autorisées. Les gardiens et les dépositaires des deniers publics sont sortis infirmer cette information-là, mais apparemment sans convaincre une frange de l'opinion publique. Moi, mon devoir, c'était de faire la lumière sur cette affaire-là, en raison d'abord de la personnalité de l'auteur présumé de cette affirmation et du montant important de la somme. Obligatoirement, on doit rechercher à vérifier ces faits-là. Donc, c'est pour cela que j'ai ordonné une enquête préliminaire, sans tambour ni trompette. L'enquête préliminaire, elle vise quoi? D'abord, il faut vérifier la paternité de ces déclarations qu'on a attribuées à l'ancien président de la République, Benjamin Moudou. Il faut s'assurer que ces propos sortent de sa bouche. Et ensuite vérifier la véracité également de l'information. Y a-t-il eu 400 milliards ou pas? Donc moi, c'était l'objectif que j'ai visé d'abord en ordonnant l'ouverture de cette enquête préliminaire. Donc apparemment, il y a eu un échange. J'ai échangé quelques écrits avec l'avocat de M. Tanja Mamadou, qui semble se cramponner derrière l'inviolabilité et l'exemption de juridiction que la loi lui accorde. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est que cette inviolabilité et cette exemption de juridiction ne jouent que si on vous reproche quelque chose. Parce que la loi, elle est claire. Elle dit que les anciens présidents de la République ne peuvent être entendus, mis en état d'arrestation, gardés à vue, sauf cas de flagrant délit. Donc ça veut dire que c'est quand on leur reproche quelque chose que cette immunité ou cette exemption ou cette inviolabilité vient jouer, s'opposer à ce que ces gens-là soient interrogés en réalité. Donc moi je n'avais pas cette compréhension. Pour moi, rien n'est encore reproché à Tanja Mamadou. Nous cherchons d'abord, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, à lui faire préciser d'abord s'il est l'auteur de ces déclarations. Et ensuite, les 400 milliards ont-ils existé, oui ou non? Voilà l'objectif visé par cette enquête préliminaire. On ne cherche pas des suspects d'abord. Rien n'est reproché à quiconque. On cherche à vérifier des informations, des rumeurs d'abord qui ont été véhiculées. Ces rumeurs-là sont-elles des nouvelles? Si ce sont des nouvelles, est-ce que c'est des informations? Ou bien est-ce que c'est des faits? C'est ça l'objectif de cette enquête préliminaire. Clôture ce matin de l'atelier international sur la formation des rapporteurs et administrateurs des conseils économiques et sociaux, membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones. C'est le président du Conseil économique, social et culturel du Niger qui a présidé cette cérémonie, le compte-rendu de Ismaël Daouda et Issouf Suleiman. Cet atelier international sur la formation des rapporteurs et administrateurs des conseils économiques et sociaux, membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, a vu la participation des pays comme le Bénin, le Gabon, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, la France et le Niger. Après 5 jours d'intenses travaux, les participants ont formulé d'importantes recommandations.
au titre des principes généraux, une meilleure prise en charge des préoccupations de l'heure, à l'exemple des volets du développement durable et de l'environnement récemment pris en compte par certains CS. 2. Une réflexion sur l'instauration d'un socle organisationnel commun régional, voire international. Favorisé par les rencontres, formations, le partage et la modélisation des bonnes pratiques pour le perfectionnement de l'assistance technique aux conseillers, la planification des activités des CS, la rédaction d'avis et de rapports pertinents, la valorisation des produits des travaux, la communication et la gestion des budgets. 4. Pérenniser l'exemple du partage du stage UCESIF de Niamey, 27-31 janvier 2014, dans le but du renforcement des synergies entre les différents CES. 5. Favoriser la signature d'accords de partenariat bilatéraux et multilatéraux pour la mutualisation d'expériences. Aussi, des motions de remerciement ont été adressées à l'endroit des autorités de tutelle pour leur implication dans l'organisation et la réussite de cet atelier. Le président du Conseil économique, social et culturel du Niger, dans son intervention, s'est dit très réjoui de la qualité des participants. À travers ma brève présence parmi vous, pour m'assurer du bon déroulement de vos activités, j'ai pu mesurer combien vous vous investissez dans la recherche de solutions idoines aux problématiques liées à la formulation des avis et rapports. Ainsi, grâce à un souci d'harmonisation des structures de travail et un effort d'interprétation des différents concepts, vous êtes parvenus à des résultats globalement satisfaisants dans l'atteinte des objectifs poursuivis. La méthodologie mise en œuvre vous a ainsi permis de vous livrer à un exercice de mise en cohérence des différentes approches, d'opter pour une stratégie concertée d'harmonisation des outils de travail pour arriver à produire un document de synthèse acceptable par tous. Ainsi, cet atelier a été une école pour ses participants. Les rudiments acquis leur permettront de répondre efficacement aux attentes des pouvoirs publics. Une photo des familles pour immortaliser l'événement a sanctionné la fin de cet atelier international sur la formation des rapporteurs et administrateurs des conseils économiques et sociaux. J'ai un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Guéro Chebou, directeur du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région du Maradi, Pazadem. M. Guéro, bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Vous êtes là, M. Guéro, pour nous parler de la tenue d'un forum. De quel forum s'agit-il et qui organise? Okay. Merci. Donc, il s'agit d'un forum sur l'agriculture familiale au Niger, qui est organisé par le réseau des chambres d'agriculture du Niger et les organisations des régions du Tawa, Maradi et Zander, avec le parrainage du ministère de l'Agriculture et du FIDA. C'est un atelier qui va regrouper les acteurs de la société civile rurale, avec les services techniques de l'État, les projets et ONG de développement, les partenaires techniques et financiers, ainsi que des invités internationaux. Donc je dois rappeler que cet atelier est une réaction à l'appel des Nations Unies qui ont déclaré l'année 2014 comme année de l'agriculture familiale dans le monde. En fait, il y a un débat qui s'instaure aujourd'hui dans le monde entre les partisans d'une agriculture industrielle pour nourrir le monde et ceux qui veulent insuffler un développement rural équilibré et équitable avec des producteurs et qui favorisent le travail et la richesse en milieu rural à travers l'agriculture familiale. Alors donc, c'est dans ce cadre-là que les organisations du Niger
envisage de recueillir une vision de cette agriculture familiale pour nourrir les futurs programmes de développement qui vont être cofinancés par les bailleurs de fonds, mais en particulier par le gouvernement du Niger et le FIDA. Ils veulent aussi, à travers cet atelier, comprendre les besoins et les contraintes de développement de cette agriculture pour proposer des solutions pertinentes au contexte du Niger. Aussi, c'est un espace de dialogue permanent entre la société civile et rurale, les autorités nationales, régionales et locales, qui va être animé par le RECA et les chambres d'agriculture régionales pour la promotion de l'agriculture. Enfin, un autre objectif, c'est d'appuyer le gouvernement pour nourrir ses politiques publiques, en particulier l'initiative 3N, en faveur de l'agriculture familiale au niveau national et régional. Vous avez, M. Guéraud, parlé d'agriculture familiale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par agriculture familiale? L'agriculture familiale, c'est l'agriculture que nous pratiquons au Niger. Donc elle occupe 99% des agriculteurs du Niger. C'est une agriculture qui se définit comme une prédominance du travail et de l'organisation familiale et la promotion d'une agriculture durable respectueuse de l'environnement et qui permet de relever le défi de l'insécurité alimentaire au niveau ménage, communauté et au niveau national. Elle est aussi une agriculture qui s'appuie sur l'augmentation des revenus des ménages ruraux et la viabilité de leur exploitation. En fait, si on regarde dans le contexte du Niger, l'agriculture familiale a montré sa pertinence au Niger, puisque en effet, c'est grâce à cette agriculture qu'aujourd'hui, le Niger se positionne comme premier exportateur au niveau de la CEDEAO du niébé, de l'oignon, du bétail, du souchet et du poivron. Donc au niveau du Niger, le défi, c'est comment renforcer cette agriculture pour qu'elle soit plus productive, plus compétitive et garantir la sécurité alimentaire et les revenus des populations. Voilà. Vous avez dit comment renforcer, également comment promouvoir une agriculture familiale au Niger pour qu'elle réponde justement aux besoins des populations. En 3 mots, la promotion de l'agriculture familiale doit s'appuyer sur le renforcement des capacités des paysans et de leur organisation pour qu'ils soient porteurs de développement agricole durable. Elle doit aussi s'appuyer sur l'augmentation et la diversification de la production agro-silvopastorale. Et elle doit aussi appuyer la commercialisation sur les marchés ruraux et urbains. L'objectif visé à ce niveau, c'est d'assurer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des produits agricoles qui cadrent parfaitement aujourd'hui avec la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et cela devrait garantir à terme la sécurité alimentaire des producteurs, l'approvisionnement régulier et continu des marchés en produits agricoles, la création des emplois et des richesses en milieu rural et périurbain, la protection de la base de la production et de l'environnement. Alors, M. Guéraud, brièvement, quelle est la place de cette agriculture familiale dans le monde et ici au Niger? Dans le monde, l'agriculture familiale emploie à peu près 1,5 milliard d'actifs agricoles. Et cela à peu près 96% dans les pays du Sud. Et elle fait vivre environ 3 milliards de personnes, soit à peu près 45% de la population mondiale. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable. Alors, au Niger, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'activité des agropasteurs qui constitue 80% de la population de notre pays. Et donc, l'objectif ici, c'est de sécuriser, renforcer et développer cette agriculture pour qu'elle puisse d'abord nourrir les producteurs eux-mêmes, mais que les producteurs puissent aussi nourrir nos centres urbains. Et donc, pour cela, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, de l'initiative 3e du gouvernement, et qui est appuyé par des barres de fonds. À titre d'exemple, le FIDA envisage à l'horizon 2015 d'injecter plus de 200 millions de dollars pour appuyer la promotion de cette agriculture familiale vivrière au Niger. Donc je dois rappeler que le FIDA est un des principaux bailleurs de fonds qui finance l'agriculture au Niger. Monsieur Guéraud, chez vous, merci d'être venu. Merci. La suite de ce journal, le ministre des Transports et de l'Aviation civile Saleh Seydou était du 25 au 27 janvier 2014 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, où il a participé à la première réunion du comité ministériel ad hoc pour la création
d'une compagnie aérienne sous-régionale. Le ministre Saleh Seydou était accompagné par le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, et le directeur général du Niger Airways, Rissi Hajarabaka. Cette rencontre, la première du genre qui a regroupé les ministres des Transports de la Mauritanie, du Mali et du Niger, est une initiative des présidents des pays respectifs. Elle a pour entre autres mission de dresser le chronogramme de la mise en œuvre d'une compagnie sous-régionale, d'identifier les mécanismes juridiques, institutionnels, techniques et financiers indispensables à la création et au fonctionnement de cette compagnie. Cet engagement des chefs d'État des pays membres de créer cet instrument sous-régional permettra de desservir les États membres, de renforcer la coopération afin de rapprocher les peuples et répondre aux attentes actuelles de la politique aérienne internationale, car, a dit le ministre de l'Équipement et des Transports de la Mauritanie, aucune compagnie africaine prise isolement ne pourra faire face aux grandes compagnies qui ont déjà le monopole du ciel africain. Le ministre des Transports en compagnie des autres délégations a visité le nouvel aéroport international de Nouakchott où d'amples explications ont été données aux différentes délégations. Pour la première fois, moi je pense que c'est un modèle sur lequel l'Afrique peut compter. Nous sommes effectivement en train de voir par rapport effectivement à la modernisation de l'aéroport international de Niamey, comment nous pouvons effectivement faire ça par BOT. Mais j'avoue que quand j'ai vu ce modèle, ça m'a beaucoup impressionné. En marge de cette cérémonie, le ministre Saleh Seydou a été reçu en audience par le président de la République islamique de Mauritanie. Depuis ce matin, nous sommes en réunion avec les experts pour voir les conditions par lesquelles nous allons prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre en place cette compagnie. J'avoue que nous avons des points de vue très complémentaires. Nous sommes tout à fait d'accord pour la mise en place de cette compagnie qui permettra effectivement non seulement au-delà de relations politiques bilatérales qui existent entre nos pays, de développer effectivement les activités commerciales. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et d'ici demain, Inch'Allah, nous allons effectivement décliner une feuille de route qui permettra effectivement le démarrage effectif de cette compagnie. Cette première réunion du comité ministériel ad hoc a été sanctionnée par une déclaration dite de Nouakchott relative à la création de la compagnie communautaire. Une déclaration qui a mis un accent particulier sur, entre autres, la vision, les axes stratégiques, les actions urgentes proposées par les ministres. À ces points, il faut ajouter les actions à mener par la commission qui sera mise en place par les différents ministres. Et enfin, les mesures d'accompagnement, dont entre autres la dotation des systèmes de sécurité organisationnelle et juridique pour une existence pérenne de la compagnie, l'encouragement des offices de tourisme et chambres de commerce des pays membres à des actions concertées de type échange, foire, voyage culturel, etc. Fin à Tillabéri mercredi dernier des travaux du Forum national sur la gestion durable des hippopotames du fleuve Niger. C'est le ministre de l'Environnement, Ada Chefou, qui a présidé la cérémonie de clôture au compte-rendu Sahabi Bouda et Jibonou. Les participants au forum ont adopté un communiqué final des recommandations, une déclaration dite déclaration de Tillabéri. Le communiqué final fait ressortir les relations conflictuelles qui caractérisent les rapports entre les populations locales et les hippopotames, d'où l'organisation de ce forum pour concilier les actions de développement économique et social des communautés locales avec la gestion durable des ressources naturelles du fleuve Niger en général et des hippopotames en particulier. Ce communiqué indique également les attentes de l'État et appelle les participants à analyser sans complaisance aucune cette problématique et de proposer des mesures susceptibles de concilier les préoccupations de développement et de gestion durable des hippopotames. Quant à la déclaration dite déclaration de Tillabéri, elle appelle toutes les collectivités locales, les autorités coutumières et les populations à protéger ces espèces animales pour le bien des générations actuelles et futures. Par cette déclaration dite de Tillabéri, les participants encouragent l'État
à promouvoir d'autres initiatives, notamment dans les domaines culturels et touristiques, pour une plus grande valorisation des populations d'hippopotames et à mobiliser des ressources additionnelles afin de soutenir les efforts d'aménagement des écosystèmes de la vallée du fleuve Niger. Plusieurs recommandations, une dizaine au total, ont été adoptées par les participants. Toutes vont dans le sens d'une cohabitation saine entre les populations et les hippopotames et la collaboration de tous, et des remerciements à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Recommandations à l'endroit des populations. 1. De considérer les hippopotames comme étant un bien commun à préserver et à gérer durablement. 2. De dédier des espaces pour la création de bourgoutières exclusivement destinées aux hippopotames. À l'endroit de l'État, de renforcer le réseau de surveillance et d'intervention en vue de la protection des personnes et de leurs biens. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, d'accompagner l'État à travers la mobilisation des ressources financières en vue de financer la mise en œuvre d'un vaste programme de développement de la vallée du fleuve Niger et de gestion durable des hippopotames. Dans son discours de clôture, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chefou, a exprimé toute sa satisfaction à l'endroit des participants au forum pour les résultats auxquels ils sont parvenus en seulement 2 jours de travaux. Et au-delà de ces résultats, largement positif, a-t-il dit, c'est l'engagement pris par tous les acteurs à travers la déclaration de Tillabéri en vue d'une résolution durable de la conservation des hippopotames. 2 jours durant, vous avez eu à vous pencher sur ce sujet crucial, pour ne pas dire vital, pour les populations du fleuve, sujet tout aussi de grande préoccupation pour les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours de ces 2 jours, vous avez débattu et échangé sur des thématiques aussi importantes que la cohabitation harmonieuse entre populations locales et hippopotames à travers l'identification des types de conflits et leur origine, les approches à mettre en place pour instaurer une cohabitation sans heurts entre les hippopotames et les communautés locales, les rôles et les responsabilités des acteurs en insistant spécifiquement sur la typologie des acteurs clés pour la gestion durable et non conflictuelle des hippopotames et les mécanismes innovants pour assurer une gestion concertée des conflits hommes-hippopotames. Les propositions d'action à mettre en place dans les courts, moyens et long termes, incluant les mesures novatrices pour la gestion des bourgoutières, la création de l'aire protégée de Kandaji et les mécanismes à mettre en place pour le suivi des recommandations du forum. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri, en prenant la parole, a rassuré les participants de tout mettre en œuvre pour l'application effective des recommandations du forum de Tillabéri, avec la création d'un comité de suivi des recommandations du forum. Ouverture hier à Tawa de la 3e réunion du comité de pilotage du projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de la vallée de Badegishiri. Les précisions avec nos reporters Kader Sangaré et Yaz Radio. Après la visite des sites à Badegishiri, les membres de la mission du comité de pilotage du projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de Badegishiri se sont rendus sur le site de récupération des terres du village de Guédankaro, commune urbaine d'Ilela, où ils ont échangé avec les populations concernées. Peu après, ils ont tenu une réunion avec les membres de la COFOCOM départementale d'Ilela. Le jeudi s'est tenue à Tawa la 3e réunion du comité de pilotage du projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de Badegishiri. Après le mot de bienvenue du premier vice-président du conseil de ville de Tawa, M. Moussa Massalachi, le directeur de l'agence française de développement AFD, M. Philippe Renaud, a situé l'importance de ce grand projet. Ce comité de pilotage doit marquer la véritable entrée du projet dans un rythme normal et soutenu de mise en œuvre. J'invite donc les partenaires du projet, les acteurs du projet à faire diligence dans sa mise en œuvre.
Ce projet est aussi exemplaire dans son mode opératoire car il confie la maîtrise d'ouvrage au ministère de l'Environnement, la maîtrise d'ouvrage déléguée à la Direction régionale de l'environnement de Tawa et la maîtrise d'œuvre à une unité de coordination du projet placée sous la responsabilité du directeur régional de l'environnement. Le secrétaire général entrant de la région de Tawa, M. Al-Farouk Efelen, a situé les objectifs de ce projet qui sont de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en prévenant les risques, à la promotion de la sécurité alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles de la région de Tawa. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, M. Garbawa, a souligné que la région de Tawa n'a pas d'autre choix que l'intensification agricole à travers des stratégies de mobilisation et de valorisation des eaux de ruissellement. C'est dans un tel contexte qu'est née l'idée du PGBV Barbé à travers une requête formulée par le gouvernement du Niger auprès de l'Agence française de développement qui a positivement et promptement manifesté son intérêt à aider notre pays pour la préservation des ressources naturelles et l'inversion des tendances à leur dégradation dans le dit bassin, a-t-il rappelé. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le projet de Badegchiri, de par son objectif et ses activités qu'il finance, se place au cœur de la mise en œuvre de l'initiative 3N, qui est une traduction concrète du programme de renaissance pour le Niger de son Excellence le Président de la République. Ouverture hier à Matamai, région de Zender, de l'atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 des communes de convergence de Kanché et Yaouri, compte rendu Mariam Keita et Faji Boukar. Le présent atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 des communes de convergence de Kanché et Yaouri a pour objectif de définir les besoins prioritaires en santé, nutrition, éducation, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement des communes concernées, proposer des solutions adaptées aux potentiels défis et contraintes, identifier les synergies partenariats stratégiques à développer, définir les mécanismes adaptés de coordination, de suivi et d'évaluation des interventions. L'amélioration de la résilience des communautés vulnérables passe nécessairement, selon le secrétaire général adjoint de la région Issa Moussa, par une approbation des interventions par les collectivités territoriales, les communautés bénéficiaires et surtout par leur participation effective à leur mise en œuvre. Troisième priorité du programme du président de la République, El Hadj Issouf Mahamadou, une priorité soutenue par le système des Nations Unies, CENU, par la voix de son représentant à Zender, Jima Dungar, qui a annoncé l'appui du CENU à l'État en utilisant la commune comme porte d'entrée dans la mise en œuvre de l'initiative 3N pour gagner le pari de faire briser le cycle de vulnérabilité intergénérationnelle et de renforcer la résilience des populations face aux chocs récurrents. Quant au préfet de Kanté, Mahaman Hamidou, il se réjouit du choix porté aux 2 communes de son entité parmi les 11 communes de convergence pour la période 2014-2015 sur les 35 sélectionnées au plan national par le CENU qui regroupe la FAO, le PNUD, le PAM, l'UNFPA et l'UNICEF. L'approche commune de convergence traduit parfaitement, dira le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N, la mise en œuvre de l'initiative qui requiert une convergence pragmatique et opérationnelle en utilisant comme porte d'entrée la commune et le plan de développement communal comme plateforme de l'articulation des interventions. L'approche retenue pour opérationnaliser l'initiative 3N, a expliqué Adam Unteni Isaka, consiste à bâtir la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire sur un partenariat entre les différents acteurs afin de favoriser l'articulation des interventions dans tous les domaines et du renforcement des capacités des populations et de leur organisation, avant de remercier le CENU, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans l'opérationnalisation de l'initiative 3N. À Agadez, le cadre de concertation de mise en œuvre de l'initiative 3N au titre de cette région et depuis ce matin en réunion, les participants auront à examiner la feuille de route et les recommandations issues du forum et des informations sur l'accélération de l'initiative 3N. Les précisions avec Hachim Mohamed et Ibrahim Marikou. Placé sous la présidence du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, cette rencontre regroupe les principaux acteurs en charge de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens.
autorités administratives régionales, départementales, conseils régionaux, conseils municipaux, chefs de services techniques, responsables des projets et programmes en activité de la région. La réunion planchera 2 jours durant sur le contenu de la feuille de route proposée par les mêmes acteurs à l'issue du dernier forum. En ouvrant les travaux de cette réunion, après les mots de bienvenue du deuxième maire adjoint de la commune urbaine d'Agadez, Ahmed Koussa, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, dira que la présente réunion répond non seulement aux soucis qui ont été relevés au cours du forum, mais aussi et surtout cadre parfaitement avec l'esprit exprimé par les hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à travers l'axe 5 de la stratégie, notamment la création d'un environnement favorable pour la mise en œuvre de l'initiative. En termes clairs, devait indiquer le gouverneur d'Agadez à l'adresse des membres des cadres de concertation. Il s'agit de rendre cette structure, qui est une déclinaison régionale du Conseil régional de dialogue et de concertation opérationnelle, de manière à faciliter l'harmonisation de toutes les interventions ayant trait à la mise en œuvre de l'initiative 3N. D'ample précision avec M. Koso Matakelo, coordinateur régional de l'initiative 3N, spécialiste en production animale et gestion. Permettez-moi de définir ce cadre. Ce cadre régional de concertation multi-acteurs, c'est une déclinaison du Conseil national de dialogue et de concertation. Alors, de ce fait, c'est un cadre, c'est un espace de dialogue et de mobilisation des acteurs, afin effectivement d'assurer l'harmonisation de toutes les activités qui seraient faites au niveau de la région. Alors, et vous savez, ce cadre ne peut être viable qu'à travers effectivement des réunions régulières. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous retrouvons une deuxième fois après le forum national, le forum régional des acteurs, nous retrouvons. Et l'objectif, c'est que nous attendons de cette réunion, j'allais dire, l'objectif assigné à cette rencontre, c'est de revisiter tout ce qu'on avait relevé au cours du forum dernier. À Agadez toujours, le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, a réceptionné mercredi dernier 2 véhicules tout-terrain et 4 motocross, appui de l'État à la direction régionale de l'élevage. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région et de nos reporters Mohamed Madou et Malik Abdrahman. La mise à la disposition de la direction régionale de l'élevage d'Agadez de 2 véhicules Toyota double cabine et de 4 motocross procède de la volonté politique des autorités nigériennes de doter les services techniques déconcentrés de l'État de moyens adéquats de travail. L'appui logistique apporté présente l'avantage de coller aux réalités environnementales de cette vaste région, caractérisée par des terrains à la fois sablonneux et rocailleux. Il traduit aussi en actes concrets les promesses faites par le ministre en charge de l'élevage, M. Mohamed Haj Ousmane, lors de ses multiples tournées en profondeur dans l'Aïr, le Tadresse et le Ténéré. Le souci majeur qui le guide est de renforcer les capacités opérationnelles des services vétérinaires afin de rendre compétitif ce secteur clé considéré comme la deuxième mamelle de l'économie nationale. En réceptionnant ce lot de moyens roulants, le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a salué l'engagement personnel du ministre de l'élevage résolu à prendre à bras le corps les problèmes de nature à freiner la bonne marche des services techniques placés sous la tutelle de son département ministériel. Acquis sur fonds propres de l'État, les nouveaux moyens de déplacement, a-t-il indiqué, permettront aux services vétérinaires de la région de remplir convenablement leur mission de sécurisation de notre capitale, la cheptel, en proie aux conséquences défavorables des aléas climatiques et aux épidémies néfastes à la santé animale. C'est pourquoi le colonel-major Garba Mekido a remercié les autorités gouvernementales qui ne désignent point sur les moyens quand il s'agit d'améliorer les conditions de travail des agents au service de nos vaillantes populations. En remettant les clés de la logistique au directeur régional de l'élevage, El Haji Lawali Maman, le gouverneur d'Agadez a demandé à ce dernier de faire un bon usage de son parc automoto renouvelé. Les véhicules alloués, faut-il le signaler, sont destinés aux directions départementales de l'élevage et les motos seront réparties selon les besoins entre les services officiels de contrôle des denrées d'origine animale. Cet appui porte donc à 6 véhicules tout-terrain et 6 motocross octroyés à la direction régionale de l'élevage d'Agadez en 3 ans. Notons pour terminer que la cérémonie de réception des moyens roulants s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région, M. Adamou Alidou, du SGA Abdourahman Moussa et du directeur régional de l'élevage, Dr Lawali Maman.
La société d'exploitation des eaux du Niger, en partenariat avec l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement, a animé cet après-midi à l'hôtel Gawé de Niamey une conférence sur les eaux non facturées au Niger, compte rendu Guy Mathieu Théa et Askou Jibrilla. Le président de l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement ainsi que le secrétaire général de la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, et le représentant de la société d'exploitation des eaux du Niger, SPEN, ont respectivement indiqué que cette conférence vise à sensibiliser les acteurs sur les enjeux de l'eau non facturée. Les conférenciers ont ensuite pris la parole pour situer les principales causes de l'eau non facturée qui sont entre autres les fuites, les abus de prélèvement au niveau des poteaux d'incendie, le vol, les anomalies de relève et facturation et les défaillances de comptage de la consommation avant de mettre l'accent sur les pertes de recettes à la scène chiffrées à des milliards de francs CFA. Parmi les pertes réelles, on a à la fois les fuites et les volumes gaspillés, et on a les pertes commerciales qui sont, disons, l'eau en soi, elle est facturée, mais elle n'est pas facturée dans son intégralité. Et donc ça, en particulier, ce sont les pertes liées à des défauts de comptage, et également les volumes détournés. Dans un centre comme Dosso, on a près de 39% de l'eau produite qui n'est pas facturée. Sur la production de Dosso, une production journalière moyenne de 4 960 m3 par jour, donc on a près de 1960 m3 jour qui ne sont pas facturés. Maintenant, ce qu'il faut pour rechercher les fuites au niveau de Dosso, parce on ne peut pas continuer comme ça. Et ce serait valable pour tout centre où on se rend compte que les eaux non facturées prennent une certaine dimension. Mais au niveau de l'administration, c'est très important cette eau non consommée. Parce qu'au niveau de l'administration, imaginez-vous qu'il y a 42% de l'eau qui est perdue. Ça représente environ 2,6 millions de mètres cubes par an, sur un volume de 6,3 millions de mètres cubes consommés, donc facturés du moins. Au niveau de l'exploitant, on considère que c'est consommé. Ça fait 1,3 milliard de francs CFA de pertes pour l'administration. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a les enjeux économiques, les enjeux techniques et les impacts environnementaux. Au titre de l'année 2012, si nous valorisons ce que nous appelons l'eau non facturée, on serait donc à 3 milliards. Les objectifs recherchés à travers cette conférence est de sensibiliser les ménages, les administrations publiques à éviter le maximum de gaspillage d'eau possible. Il faut noter que les conclusions de cette conférence seront présentées au Forum des jeunes professionnels de l'eau à Abidjan du 16 au 23 février 2014 et une large diffusion aux acteurs intervenant dans le domaine de l'eau au Niger. Ouverture ce matin à Difa des travaux de l'Assemblée générale de la Chambre régionale d'agriculture. C'est le secrétaire général de la région de Difa qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session, compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Cette première assemblée générale de la troisième mandature de la Chambre régionale d'agriculture de Difa, qui durera 24 heures, aura à se pencher sur un certain nombre de points inscrits à son ordre du jour, dont entre autres la validation du rapport technique et financier 2013, l'adoption du budget 2014, la mise à jour du manuel de procédure. L'occasion donc pour le président de la dite institution, M. Kaigama Adam Kari, dans sa note introductive à l'ouverture des travaux de cette session, de procéder d'abord à un bref rappel des missions assignées à la Chambre régionale d'agriculture avant de s'appesantir sur les activités menées par cette institution au niveau régional avec des résultats somme toute satisfaisants à tous les niveaux. M. Kaigama Adam Kari a également saisi cette opportunité pour annoncer les perspectives d'avenir afin de répondre véritablement aux attentes des productrices et producteurs de la région de Difa, tout en invitant les bénéficiaires des micro-projets du Fonds d'appui régional à une pérennisation des acquis du programme d'appui au secteur rural qui a beaucoup appuyé la production
au niveau de la région de Difa. Intervenant à son tour, le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardou Ido, a d'abord rappelé aux consulaires que c'est consciente de l'importance du secteur agricole à l'économie nationale que les plus hautes autorités nigériennes ont initié et mis sur pied une stratégie novatrice destinée à assurer aux populations nigériennes la sécurité alimentaire et un développement agricole durable. Au sein du dispositif institutionnel de mise en œuvre de cette stratégie, dénommée Initiative 3N, le réseau des chambres d'agriculture figure en bonne place, a-t-il souligné, avant d'ajouter que pour jouer pleinement le rôle qui leur est à cet effet dévolu, il s'avère donc à présent d'une impérieuse nécessité que la Chambre régionale d'agriculture se renforce et renforce ses capacités, notamment en inscrivant toutes ses actions sous le sceau du respect strict des dispositions légales et réglementaires qui la régissent, objet donc de la présente rencontre. C'est pourquoi M. Hassan Ardou Ido a exhorté en conséquence les participants à cette Assemblée générale à examiner avec sérieux tous les points inscrits à l'ordre du jour et travailler dans le sens de l'intérêt de la profession agricole. Ouverture hier à Konni de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de l'ONAHA. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et de plusieurs invités, au compte rendu Mohamed El Mokhtar et Laolissini. La région de Tawa dispose de plus de 6 000 hectares de terres aménagées sur 14 000 qui existent sur l'ensemble du pays. Et Konni seul dispose de 3 000 hectares, soit la moitié des terres aménagées de la région. En plus, le choix de Konni est aussi dicté par le souci de lui rendre hommage pour son rôle pionnier dans les années 80 dans la politique des aménagements hydro-agricoles pour l'autosuffisance alimentaire, a dit Sandi Yakouba, qui ajoute qu'il s'agit surtout de rassurer les populations de la détermination sans faille des autorités de la 7e République à réhabiliter tous les aménagements hydro-agricoles de la région et en particulier les périmètres irrigués de Konni et Galmi, et cela au moment où l'initiative 3N prend son envol. Notre conseil se tient dans une conjoncture particulièrement favorable, caractérisée par l'envol de l'initiative 3N chère au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mamadou, la reconnaissance par le gouvernement de la place et du rôle des cultures irriguées dans l'initiative 3N, la reconnaissance par le gouvernement du rôle important que doit jouer l'ONAHA dans l'initiative 3N à travers le renforcement et l'élargissement de ses missions. Avant de terminer son propos, le président du conseil d'administration a décliné les points à l'ordre du jour de la session. Mais les points centraux pour Sandi Yakouba restent les programmes de travail de l'ONAHA pour 2014 et les projets de budget destinés à soutenir ces programmes. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Tawa, Barmou Salifou, a rappelé les objectifs assignés à l'ONAHA avant d'évoquer sa structuration pour mieux contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ainsi, pour permettre à l'ONAHA de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N de son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres tenu le 3 janvier 2014 a examiné et adopté le projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 7839 du 28 décembre 1978 portant création de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA. Après la cérémonie d'ouverture, le gouverneur, les responsables de l'ONAHA et les producteurs ont effectué des visites de terrain au périmètre de Konni et Galmi. Les problèmes se résument à la dégradation avancée des infrastructures et à l'insuffisance des sources d'eau. Le barrage de Mozagué et celui de Zongo qui alimentent la retenue de Cherassa sont déjà secs. La retenue elle-même s'épuisera d'ici peu. C'est toutes ces conditions qui font que seuls 200 hectares sur près de 2500 hectares sont exploitables cette année au périmètre irrigué de Konni. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Ce qu'il faut faire pour les mettre en valeur, c'est de
faire recours à d'autres sources de sécurisation, c'est-à-dire réaliser des forages individuels. Au niveau de chaque 0,50 hectares, on peut réaliser un forage et l'équiper de motopompes. C'est d'ailleurs une pratique très courante dans la zone. Ça permet de sécuriser, en tout cas, cet aménagement et aussi de mettre le maximum de superficie en valeur, et ce qui va en droite ligne dans la réalisation de l'objectif qui est assigné à l'initiative 3N. Une équipe de chirurgiens de la cataracte séjourne depuis quelques jours à Tawa. Grâce à l'appui de la BID, cette équipe mène des opérations gratuites de chirurgie de la cataracte. Les autorités administratives de Tawa ont rendu visite à cette équipe, compte rendu Kader Sangaré et Yazir Abiou. L'objectif de cette visite des autorités administratives, communales, coutumières et des responsables des forces de défense et de sécurité de la région de Tawa au centre hospitalier régional CHR est de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne gratuite de chirurgie de cataracte initiée par le ministère de la Santé publique avec l'appui de la Banque islamique de développement. Dr Maïdanda Boubacar, médecin ophtalmologiste au programme national de santé oculaire. Nous sommes ici à Tawa dans le cadre d'une campagne gratuite de chirurgie de la cataracte organisée par le ministère de la Santé publique à travers le programme national de santé oculaire avec l'appui financier de la Banque islamique de développement. Donc nous sommes là pour avec un objectif d'opérer 250 patients atteints de cataracte. Bon, au niveau de la région de Tawa, il y a eu des campagnes depuis plusieurs années. Donc, en fonction des partenaires qui interviennent, donc qui apportent leur appui dans le cadre de la lutte contre la cystine, nous organisons des campagnes au niveau des différentes régions du pays. Donc, depuis, je crois, depuis les années 88, il y a des camps qui sont régulièrement organisés au moins une fois par an au niveau du CHR de Tawa avec l'appui de la Banque islamique du développement. Le célèbre peintre-sculpteur Issoufou Kondé n'est plus. Il nous a quittés il y a quelques jours. Pour le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, la disparition de l'artiste laisse un grand vide dans le domaine de la sculpture. Hommage à l'artiste Issoufou Kondé dans ce reportage. Né le 4 juillet 1954 à Windi Town dans le département de Balayara, Issoufou Kondé était l'un des premiers sculpteurs du Niger, un métier qu'il a embrassé dès son bas âge. Après quelques années dans le métier au Niger, il s'envole en France où il étudia à l'école des beaux-arts à Bourg et à Tours de 1974 à 1975. De retour au pays, il s'engagea véritablement dans la peinture et la sculpture. Il avait à son actif plusieurs œuvres artistiques dont les plus célèbres sont le buste du cinéaste Oumar Ganda, le monument dédié à Bouba Hama au musée national ou encore la représentation de la girafe toujours au musée national. Officier de palme académique du Niger, l'homme force l'admiration à travers ses qualités humaines et professionnelles. Issoufou a laissé un grand vide. Issoufou, on n'en a pas deux au Niger. Issoufou Kondé, vraiment, c'est l'artiste plein, le sculpteur plein, qui est connu sur le plan mondial. Je dis bien mondial parce que Issoufou Kondé a eu beaucoup de médailles. À chaque année, il est invité en Chine, où le sculpteur de renom se retrouve en Chine, et Issoufou nous a toujours amené une médaille, un prix. En dehors de ça, Issoufou a beaucoup travaillé sur le plan national. À Tawa, par exemple, vous voyez les deux chameaux que vous voyez, c'est l'œuvre de Issoufou Kondé. Issoufou a travaillé à Dosso aussi, et chaque fois quand il y a un festival, nous faisons appel à son génie pour qu'il réfléchisse, pour qu'il nous donne ce qu'il faut faire. Vraiment, aujourd'hui, nous regrettons tous la disparition de M. Issoufou Kondé. Au nom du ministre, nous présentons nos condoléances à sa famille. Tout d'abord, un choc devant la brutalité de cet événement auquel je crois personne ne s'attendait. J'avais vu encore Kondé pas plus tard que la semaine dernière et une très grande tristesse. J'ai vraiment la conscience que le Niger a perdu un grand artiste,
Lankondé a laissé des témoignages dans Niamey et même à l'extérieur donc de ces sculptures qu'il nous lègue. Et par ailleurs, il était plein de projets. Le Niger a perdu un grand homme parce qu'il est intelligent et dans son travail, tu ne peux pas le rencontrer dans son travail. De toutes les manières, il y a beaucoup de preuves parce que même dernièrement en Chine, il avait gagné un prix spécial. En Chine, c'était une rencontre mondiale. Ça fait même pas 3 ans, je crois, de cela. Et socialement, Lankondé est l'ami de tout le monde. J'ai travaillé avec lui. Il m'a montré beaucoup de choses dans la sculpture. Et grâce à ça même, et c'est grâce à lui que j'ai représenté 2 pays au Niger. J'ai représenté le Niger à Tanzanie et à Nice en France. On a beaucoup travaillé ensemble, on a fait un grand chemin ensemble. En fait, presque tous ces travaux, je suis toujours là pour lui faire la finition. On a été à Tawa, chez Moustapha Alassane, on a fait les girafes ensemble. Ici, presque tous les effigies des présidents qu'il faisait, c'est moi qui mettais, je lui fais aussi la peinture sur ça. Donc vraiment, c'est un ami, c'est un frère de très très longue date et c'est un bosseur, c'est un travailleur. On a perdu un grand homme. Doté d'un talent et d'un esprit de créativité hors pair, Youssouf Lankondé laisse derrière lui 4 enfants et un répertoire d'œuvres artistiques riches et variées. Cérémonie de lancement hier après-midi au CCOG de Niamey de la caravane haut débit mobile d'Orange Niger.